On s'offre lundi matin de janvier. Le vieux palais de justice de Wiefeusen County se dressait comme un gel de pierre. Imposant solennel, ses colonnes de marbre bleu scintillent faiblement sous la lumière pâle de l'aube, et les marches, polies creusées par des décennies de pas pressés, semblaient mener inexorablement vers un destin incertain, un destin que ce jour-là allait secouer les fondations même de la ville. Sarah Thompson, une mère noire de 35 ans, gravit ses marches avec une détermination mêlée d'appréhension. Ces trois enfants pesant lourdement à ses pensées, à ses côtés son avocat commis d'office, un homme très fatigué au costume ligne tentait de lui murmurer des mots d'encouragement. Mais ses propres doutes étaient presque palpables, les mains de Sarah tremblaient légèrement. Certains petits s'accusaient contenant ses maigres effets personnels tandis que c'était resté un acte de défi silencieux face à l'épreuve qui l'attendait. À l'intérieur de des salles d'audience, c'est une atmosphère oppressante règne. Comme si les murs eux-mêmes exhalaient le poids de jugement passé, l'air était glacial, chargé d'une tension que même le chauffage vétuste ne pouvait dissiper. Sarah s'assit sur une chaise en bois du bien droite, refusant de laisser son corps trahir sa peur. Elle portait ses plus belles robes bleu marine de soigneusement repasse, celles qu'elle réservait pour les dimanches à l'église. Puis elle priait pour sa famille et chantait des hymnes d'espoir. Mais ce jour-là, cette robe semblait presque déplacée dans cet environnement austère, ses yeux fatigués et cerclés de cernes sombres, racontaient les 3 jours passés d'une cellule étroite de la prison du comté. Chaque nuit était hantée par l'angoisse de ne plus revoir ses enfants Michael, Lisa et Ims et par le souvenir de l'incident qu'il avait mené visser d'une petite bouteille de médicaments sur ordonnance trouvés de sa voiture sans étiquette, des pilules qu'elle transportait pour sa mère âgée atteint d'une maladie cardiaque. Il avait tenté d'expliquer encore et encore que ce n'était qu'un oubli, un malentendu, mais ses mots s'étaient perdus dans un système qui semblait déjà avoir décidé de son sort 9 heures. Précis, un silence lourd envahit les salles lorsque le juge William Harrison fit son entrée. Les portes de chêne massif s'ouvrirent avec un grincement sinistre. Et tous les regards se tournèrent vers lui alors qu'il avançait d'un peu mesuré vers son banc. Surélevé, sa robe noire flottait derrière lui comme une ombre menaçante et son visage marqué par les années portait une expression de froide autorité. 63 Harrison siégeait à ce poste depuis 15 ans. Une période durant laquelle il s'était forgé une réputation de sévérité implacable dans tout le comté de Wiefeusen, mais derrière les portes closes et dans les couloirs discrets du palais, des murmures circulent et des rumeurs que personne n'osait dire et voulaient toutes ses sentences, souvent d'une dureté inexplicable, semblaient toujours plus sévères lorsqu'il s'agissait des minorités. Ce matin, alors qu'il prenait place et que ses yeux perçants balayaient les salles, un frisson parcourut l'assistance. Ce n'était pas seulement un procès qui allait commencer, c'était une confrontation entre une femme déterminée à protéger sa famille et un système judiciaire entaché de préjugés. Un affrontement dont les répercussions allaient bientôt résonner bien au-delà de ses murs. Procureur, un jeune homme nommé David Genel présentait un dossier qui semblait routinier, possession simple, sans intention de distribuer, de tel que se soldait généralement par une probation ou pire. Quelques mois de prison du comté. Genel lui-même semblait mal laissant dérouler les faits. Ce membre de la force habituelle qu'il apportait aux affaires plus graves, l'avocat commis d'office de Sarah McWilson, fit de son mieux avec des ressources un peu limitées. Il parlait du casier vierge de Sarah, de son travail bénévole des banques alimentaires locales, et de son rôle de principale pourvoyeuse pour ses 3 enfants, Michael 14 et 11 ans. Ligne 8 ans, il expliquait qu'elle cumulait 2 emplois, d'écart de matin au dîner local et un travail de superviseuse de ménage le soir à l'hôpital municipal. Votre honneur, dit Wilson, ça vous résonne dans des salles silencieuses. Madame Thompson est un pilier de ces communautés. Les médicaments en question étaient ceux pour le cœur de ses mères, bien qu'elle aurait dû les garder pour leur flacon d'origine. C'était une simple erreur. Un crime mérite une punition sévère. Le visage du juge Harrison reste de marbre tout au long de la présentation de la défense. Ses yeux bleu pâle ne montrant jamais de chaleur alors qu'il regardait Sarah depuis son banc surélevé. Les quelques spectateurs dans les salles, principalement des étudiants drôles et d'autres personnes attendant leurs affaires, pouvaient sentir que quelque chose était différent à cette audience. Revint le tour de Sarah de parle. Elle se levait avec dignité. Votre honneur, je sais que j'ai fait une erreur, dit-elle. Sa voix claire et ferme, mais mes enfants ont besoin de moi. Ma mère a besoin de moi, j'ai appris mes leçons. Et je vous promets que vous ne le reverrez jamais dans cette salle. La réponse du juge commence par un silence inconfortable. Il feuilletait des papiers sur son bureau, retirait ses lunettes et les nettoyait lentement avec un mouchoir blanc, lorsqu'il parlait enfin. Ce voix porté affreux qui fit frissonner tout le monde dans les salles. Madame Thompson, dit-il, en articulant chaque mot de ce tribunal, entendu trop d'excuses, trop de promesses de réforme. La loi doit être respectée, et des exemples doivent être faits. Il marque une pause, remit ses lunettes, et poursuivit. Compte tenu des preuves présentées de votre appartement de respect pour la loi, et je vous condamne par les présentes des prisons à vie, avec une possibilité de libération conditionnelle après 25 ans. Les salles éclatent en exclamations du choc. L'avocat de Sarah bondit sur ses pieds. Votre honneur, ceci est automne irrégulier. Les lignes directrices de condamnation pour cette infraction. Silence. Le marteau du juge Harrison s'abattit. Un mot de plus, monsieur Wilson.
Et vous serez accusé d'outrage, ici. En elle est prisonnière, Sarah reste fige. Son esprit incapable de traiter ce qui venait de se passer, l'huissier s'approche. Menotte prête, alors que le métal froid se refermait sur ses poignets. Elle s'effondrait enfin. Ses sanglots silencieux résonnent dans les salles abasourdies. Même le procureur semblait choqué. Rangeant ses papiers nerveuses mais évitant tout contact visuel avec les autres. Les étudiants droivent dans la galerie notaient frénétiquement. Conscients d'assister à quelque chose d'inédit, profondément injuste, alors que ça arrêtait. Oh non. Ces derniers mots résonnèrent dans le sac, s'il vous plaît. Que quelqu'un appelle l'école de mes enfants. Ils m'attendent pour que je vienne les chercher aujourd'hui. Le juge Harrison se levait et quittait le pan sans un mot de plus. Sa robe flottant derrière lui alors qu'il disparaissait par la porte de ses appartements. Il ne vit pas les larmes coulent sur le visage de Sarah. Ni l'expression de dégoût sur le visage de le greffier. Ni la manière dont l'huissier aidait doucement Sarah marche. Visiblement mal à l'aise face à ce qu'il venait de voir d'œuvre et des nuages sombres s'amoncer. Comme si la nature elle-même répondait à l'injustice grave qui venait de se produire entre ses murs. Aucun des gens qui le palais de justice le matin ne savait que ce verdict allait bientôt déclenche une série d'événements qui ébranleraient leur ville jusqu'à ses fondations. Le maire Eames Miel était assis dans son bureau au 15e étage de l'hôtel de ville, examinant des propositions de buts pour le nouveau centre communautaire. Le soleil de l'après-midi filtrait à travers les grandes fenêtres, projetant de longues ombres sur son bureau en acajou, à 40. Il était l'un des plus jeunes maires de l'histoire de la ville, et ses politiques progressistes lui avaient valu un fort taux d'approbation, l'avoue de ce secrétaire crépiteux de l'interphone interrompre ses concentrations. Monsieur le maire, vous devez voir ceci. Channel 7 News diffuse une nouvelle de dernière minute sur une condamnation. Au tribunal, Eames attrape le télécommande et allume les télévisions murales. Sa tasse de café s'écrase au sol lorsqu'il vit les visages de Sarah à l'écran, le bandeau de l'écran indiqué. Une maire locale condamnerait les prisons vie pour une infraction mineure liée à des médicaments. Ses mains se mirent à trembler. Peu de gens savaient que Sarah Thompson était en réalité Sarah Mill, ses femmes depuis 12 ans. Ils avaient gardé leur mariage secret pour protéger leurs enfants et permettre à Sarah de mener une vie normale loin des projecteurs politiques. Ils vivaient dans deux maisons séparées pendant les semaines. Se retrouvent uniquement le week-end dans leur maison au bord du lac. Puis ils pouvaient être une famille ordinaire. Annulez tous mes rendez-vous, ordonna-t-il à travers l'interphone. Sa voix luttant pour rester stable. Il mettait mot en ligne avec le procureur de district Chen immédiatement. En attendant l'appel, Eames faisait descendre de son bureau. Des pour ses cravates, un plan soigneusement conçu pour garder leur mariage secret lui semblait maintenant une terrible erreur. Il n'avait même pas été informé de l'arrestation de Sarah. Elle avait dû le lui cacher pour protéger sa carrière politique. Comme il l'avait convenu il y a des années, si quelque chose arrivait, il ne compromettrait pas leur rôle public. Le maire s'arrêtait à les fenêtres. Regardant les villes qu'il gouvernait, les souvenirs affluent leur mariage secret sur une plage. Tranquille, la naissance de leurs enfants et barbecue du week-end au bord du lac. Et les nuits calmes et planifiaient leur avenir, tout cela était maintenant menacé par les décisions racistes d'un juge. Son téléphone privé vibrait un message de Michael, leur fils et de pape. Quelque chose est arrivé, maman-fils disent que c'est aux infos ce qui se passe. Avant qu'il ne puisse répondre, l'appel de le procureur de district Rachel Chen arrive, et il me dit-elle. Sautant les formalités, je viens d'apprendre. C'est complètement irrégulier. Harrison est allé trop loin cette fois. Rachel, la voix de Eames était tendue par l'émotion. Il faut que tu saches quelque chose, Sarah Thompson. C'est ma femme. Un silence de plusieurs secondes suivit l'autre bout de la ligne. Jaco finit par articuler Rachel. Comment c'est possible? Nous travaillons ensemble depuis 3 ans. Nous l'avons gardé secret pour protéger notre famille, expliqua Eames. S'enfonçant dans son fauteuil, mais maintenant je dois rendre seul le public. Je ne peux pas les laisser passer 25 ans en prison pour avoir transporté des médicaments pour le cœur de ses mères dans de mauvais flacons. L'esprit juridique de Rachel se mit immédiatement. Marche, cela change tout. Harrison n'a aucune idée qu'il vient de condamner la femme du maire à la prison. Oui, les presses veulent se donner le cœur, je quand elle l'apprendre finit plus important encore. Ce niveau de condamnation pour une première infraction mineure, Eames. Cela pourrait exposer des années de pratiques discriminatoires de ses parts. Un co-reporte les interrompit. Le chef de cabinet de Eames, Tom Wilson, entrait avec une pile de documents. Monsieur. Des reporters se rassemblent dans le rôle. Quelqu'un a divulgué que vous avez annulé tous vos rendez-vous après les condamnations de Thompson. Il pose des questions. Eames redresse ses cravates et se leva. À cet instant, il n'était pas seulement un mari inquiet et un mère prêt de se battre. Rachel. Commence à examiner les affaires passées à Harrison. Je veux que chaque instance de biais racial soit documentée. Tout. Organisez une conférence de presse pour 17h aujourd'hui. Il est temps que tout le monde sache la vérité, alors que son équipe se met en action. Et Eames ouvrit le tiroir de son bureau et sortit une petite photo, et le montrait avec Sarah. Leurs enfants au bord du lac l'été dernier, tous sourires heureux et libres. Il toucha doucement le visage de Sarah sur l'image. Je vais réparer ce murmura-t-il. Je te le promets. Le soleil de l'après-midi continuait de briller à travers les fenêtres de l'hôtel de ville.
Mais de nuages d'orage se formaient à l'horizon. Dans quelques heures, le maire Imsmiel montrait sur un podium et choquerait les villes avec une vérité qui mettrait au mouvement des événements que personne ne pouvait prévoir, dans ce cellule et les prisons du comté. Sarah n'avait aucune idée que son mari était sur le point de tout risquer sa carrière. Leur vie privée, les vies soigneusement construites qu'ils avaient pour le sauver d'un système judiciaire qu'il avait. Trac, l'horloge au mur avançait inexorablement vers 17 heures. Chaque seconde rapprochant d'un moment qui changerait tout tard de la nuit. Le procureur de district Rachel Chen était assise à son bureau entouré de piles de dossiers. La douce lueur de ses lampes de bureau projetait des ombres sur les murs alors qu'elle examinait. Décision précédente du juge Harrison. Son petit bureau au 3e étage du palais de justice ressemblait maintenant à une salle de guerre. Cela ne peut être une coïncidence, murmura-t-elle. Marque une autre affaire troublante avec une note adhésive jaune, son assistant Tom Pack l'avait-il rassemblé toutes les affaires dont le juge Harrison avait été chargé au cours des 5 dernières années, le schéma qu'il découvrait était trouble affaire après l'affaire. Les chiffres racontent une histoire claire, les accusés noirs reçoivent des peines 4 fois plus longues que les accusés blancs pour les mêmes crimes. Les accusés hispaniques subissent un traitement similaire, les disparités étaient si évidentes que... Rachel se demandait comment personne ne l'avait remarqué auparavant. Elle prit cette tasse de café pour découvrir qu'elle était vide pour la 3e fois cette nuit-là, alors qu'elle se levait. Pour les remplir, de son téléphone vibrait avec un message du maire Mildred de Progrès. Rachel répondit rapidement 47 affaires trouvées jusqu'à présent. Toutes montrent un biais clair, réunion demain 8 heures, réponse arrive immédiatement et je serai là, à ce moment-là. Comme entre précipitamment dans son bureau tenant un dossier épais, ses cravates. Habituellement impeccable était desserré, et ses manches étaient retroussées après des heures de recherche dans les anciens registres. Mademoiselle Schild, vous devez voir ceci, dit-il, posant le dossier sur son bureau. Je trouvais le dossier de l'Harrison de ses années pratiques privées. Avant qu'il ne devienne juge, Rachel ouvrit le dossier et commença à lire. Ses yeux s'écarquillaient à mesure qu'elle parcourait les documents, avant de devenir juge. Harrison avait représenté plusieurs organisations connues pour leurs pratiques discriminatoires. Il avait même rédigé des opinions juridiques soutenant les ségrégations dans des écoles privées. Il est plus diteux de sortant plusieurs coupures de journaux, en 1985. Il faisait partie d'un cabinet d'avocats qui tentait d'empêcher les constructions d'une église noire. Dans son quartier, l'affaire était rejetée, mais son nom figure sur tous les documents. Rachel se calait dans son fauteuil. Assimilant ces informations, se levait plus loin que nous le pensions, ce n'est plus seulement à propos de l'affaire de Sarah Thompson. C'est à propos de 15 ans de discrimination systématique depuis le temps, elle attrapait son téléphone et appela le juge Martinez. Le chef de la commission d'examen judiciaire, malgré leur tardif, il répondit à la 2e sonade. David, je suis désolé de vous appeler si tard. Mais cela ne peut pas attendre. Nous avons des preuves de misconduite judiciaire à long terme de la part du juge Harrison. J'ai besoin d'une audience d'urgence. Pendant qu'elle parlait, le Tom continuait à trier les dossiers, lui passant occasionnellement des notes adhésives avec des détails importants sur l'écran de son ordinateur. Une feuille de calcul montrait les listes croissantes des affaires ou des sentences d'Harrison. S'écarte significativement des lignes directrices de l'État. Toujours plus sévère pour les minorités. Après avoir raccroché, Rachel marcha jusqu'à la fenêtre de son bureau, les lumières de la ville scintillaient. Contre et quelque parlaient d'eux. Sarah Thompson passait ses premières nuits en prison loin de ses enfants. Tout cela à cause du préjugé d'un juge. Un coup ses portes interrompies, se pensa une jeune greffier Jessica Van Fantre, portant une autre boîte de dossiers, Mademoiselle Chen. Je trouvais ceci dans les archives du sous-sol, ce sont les affaires de la première année. Harrison sur le banc, Rachel hochait la tête. Fatiguée mais reconnaissante, mettez-le avec les autres et Jessica. Merci de rester tard, alors que Jessica partait, le téléphone de Rachel vibrait à nouveau. Cette fois avec une alerte de nouvelle, le maire Mille ferait une déclaration personnelle sans précédent demain concernant l'affaire Thompson. Elle savait que Hims prenait un énorme risque de rendre public son mariage avec Sarah. Mais regarde, les montagnes de preuves s'accumulaient dans son bureau. Elle savait que c'était les bonnes décisions, ce n'était plus seulement à propos d'une affaire. C'était à propos de la justice elle-même. Tom apparut à nouveau à sa porte. Devrions-nous rentrer chez nous? Il est presque minuit. Rachel secoua la tête. Prenons un autre dossier, puis encore, Sarah Thompson ne peut pas rentrer chez elle ce soir. Peu plus que toutes les autres personnes tarisées ont injustement condamné, le moins que nous puissions faire est de continuer à travailler. Il se tourna vers son bureau, déterminé à se construire un dossier qui non seulement libérait Sarah, mais exposerait 15 ans de corruption judiciaire, de la nuit s'épaississe. Mais dans son bureau, les lumières restaient allumées éclairant le chemin vers la justice le lendemain. Les salles de presse de l'hôtel de ville bourdonnaient d'énergie à 16h45. Des reporters de toutes les stations locales et des grands réseaux remplissaient les sièges. Leurs caméras prêtes. Aucun d'eux ne savait pourquoi le maire Imsmiel avait convoqué cette conférence de presse. D'urgence. Mais les rumeurs allaient beau train sur son lit avec les condamnations choquantes de Thompson. Et Imus se tenait coulisses ajustant ses cravates pour les 10e fois, son chef de cabinet.
Tom Wilson relisait avec lui la déclaration prépare qu'une dernière fois. Les mains du maire tremblaient légèrement alors qu'il tenait le papier. Pensant que Sarah passe cette deuxième nuit en prison, êtes-vous absolument sûr de cela? Demande Tom doucement. Une fois que vous ferez cette annonce, il n'y aura pas de retour en arrière, votre vie privée. Celle de vos enfants, tout va changer. Et Himes regardait l'alliance qu'il portait maintenant ouvertement à son doigt. Habituellement caché dans ce poche lors des apparitions publiques, Sarah en valait peine. Le vérité en valait peine. À 17h précise. Le maire Niel monte sur le podium, les flashs des caméras illuminèrent la salle comme des éclairs. Il saisit les côtés du podium, regardait directement dans les caméras principales et commençait par le « Bonsoir, aujourd'hui. Je me tiens devant vous non seulement en tant que votre maître, mais en tant que mari et père. » Il marque une pause, ses voix devenant plus fortes. Sarah Thompson, qui était condamné à la prison à vie par le juge William Harrison et une femme. La salle éclata en exclamations et cris de surprise, les reporters bondirent de leur siège. Lançant des questions, les flashs de caméras s'intensifièrent, et Himes levait la main pour demander le silence pendant 12 heures. Nous avons gardé notre mariage secret pour protéger notre magnifiques enfants et permettre Sarah de mener une vie normale. Loin de les politiques, cette vie privée est maintenant devenue une arme utilisée contre elle. Il sortit une photo de famille de ses poches et brandit. Voici notre famille. Sarah n'est pas juste le dossier numéro 47800, il était prêt pour les questions qu'il savait venir. La sentence du juge Harrison n'est pas seulement une attaque contre une femme. Continue Himes. Se voix monte avec une colère contrôle. C'est un symptôme d'un problème plus profond dans notre système judiciaire. Un problème de biais et de discrimination qui est resté incontrôlé pendant bien trop longtemps. Les prisons du comte, les détenus et les gardiens se rassemblèrent autour de les télévisions dans les salles communes. Regarde les conférences de presse, dont ses cellules s'arrêtaient assise sur son lit. Des larmes coulaient sur son visage alors qu'elle regardait son mari risquer tout pour elle. Retour à l'hôtel de ville et Himes révèle les premières conclusions de l'enquête de Rachel. Un examen initial montre que le juge Harrison a constamment infligé une minorité des peines 3 à 4 fois plus longues que celles de nos accusés blancs pour les mêmes crimes. Seul s'arrête aujourd'hui, les reporters griffonnaient frénétiquement. Les téléphones vibraient avec des alertes de nouvelles. Et les réseaux sociaux explosaient avec les révélations. Dans ses appartements, le juge Harrison regardait les conférences de presse. Son visage devenant de plus en plus pâle chaque mot. J'appelle qu'un examen immédiat de toutes les affaires présidées par le juge Harrison. Annonce Himes. Et je demande officiellement à les commissions d'examen judiciaire de l'état d'enquête sur son aptitude et siège sur le banc. Il parle ensuite directement avec la caméra et ses voix s'adoucissant. Nos enfants qui regardent à la maison, Michael, tu lisais Himes. Je suis désolé que nous ayons dû cacher notre famille pendant si longtemps. Mais je ne suis pas désolé de défendre ce qui est juste. Votre mère rentrerait à la maison, les questions fusèrent comme à une amie. Les reporters criant les uns sur les autres et les caméras cliquent. Et les salles vibraient d'une énergie électrique. Et ils me répondirent chaque question calmement, révélant plus de détails sur leur vie ensemble. Sur l'affaire de Sarah. Et sur l'enquête sur le passé de Harrison dans le foyer à travers le vide. Les gens regardaient leur mère se transformer d'une figure politique en un mari luttant pour ceux femmes, sur les réseaux sociaux. Justice for Sarah et Investigator Harrison commencèrent à devenir viraux. Lorsque les conférences de presse se terminent, Himes quitte l'essai. Sachant que sa vie ne serait plus jamais la même, mais en vérifiant son téléphone, voyant un message de Michael Papé. C'est incroyable, maman serait fière. Il sut qu'il avait fait le beau choix, la vérité était enfin révélée. Et comme une pierre jetée dans une calme, ses ondulations atteindraient bien au-delà d'une famille, d'un juge ou d'une ville. La lutte pour la justice ne faisait que commencer le lendemain matin de la révélation du maire Mive. Les journalistes chevronnés Marie Santo étaient assis à son bureau au Daily Chronicle. Entouré de vieux journaux et de dossiers poussiéreux, son rédacteur en chef lui avait donné une mission, creuser profondément dans le passé du juge William Harrison, 20 ans en tant que journaliste d'investigation lui avait appris que tout le monde avait des secrets, le juge Harrison, comme elle le découvrirait bientôt, en avait plus que la plupart. Vous n'allez pas croire ce que je viens de trouver, dit son jeune assistant Kevin, se précipite vers son bureau avec une pile de papier jaune. C'était des registres de membres d'un club de campagne exclusif des années 1990. Le nom du juge Harrison apparaissait non seulement comme membre, mais comme président du conseil d'administration d'une époque où le club refuse ouvertement l'adhésion aux minorités. Marie ajustait ses lunettes de lecture et commence à taper sur son ordinateur. L'histoire se construisait pièce par pied tout comme un puzzle sombre. Son téléphone vibrait constamment avec des informations de personnes qui avaient croisé Harrison. Fil des années, un greffier est retraite du palais de justice appelait avec des histoires sur les débuts d'Harrison. En tant que juge, il faisait des blagues racistes dans ses appartements, murmurait le greffier. Le peur encore de ce vol après toutes ces années, personne ne disait rien parce qu'il avait trop de pouvoir, la mide. Le mur du bureau de Marie ressemblait à un tableau d'enquête de détective. Photo. Coupure de journaux, notes à des reliées les activités passées d'Harrison avec du fil rouge. Le schéma était clair. 2 décennies de discrimination cachées derrière une robe de juge. Regarde ça, dit Kevin.
Pointe l'écran de son ordinateur, il avait trouvé l'annuaire universitaire d'Harrison de ligne. Dedans, un jeune Harrison posait fièrement avec une fraternité connue pour ses politiques racistes, l'air. Légende sous la photo disait garder les traditions vivantes. Les plus grandes percées de Marie survinrent lorsqu'un courriel anonyme arriva. Contenant des copies numérisées de lettres privées qu'Harrison avait écrites diverses. Organisation de les années 980. Dans une lettre, il s'opposait à l'intégration des écoles locales pour une autre. Il soutenait des politiques pour garder certains quartiers purs, imprimés-les. Dit Marie et Kevin, ses mains tremblaient légèrement. Il appelait le bureau du juge Harrison pour un commentaire, ils doivent savoir ce qui arrive. Au palais de justice, Harrison était assis dans ses appartements. Regardant ses carrières s'effondrer, son téléphone n'avait cessé de sonner depuis les conférences de presse du maire Miel. Maintenant, du reporter posait des questions sur son passé qu'il avait travaillé dur et gardé en fou. Ses secrétaire frappait et porte, Monsieur le Daily Chronique l'appelle. Ils ont des questions sur votre implication avec le Pin Valley Kanji Club en 1992. Le visage d'Harrison devint blême, il se souvenait de ces réunions du conseil. Des votes pour exclure des jeux, des mots soigneusement choisis pour cacher leur véritable raison, il n'avait jamais pensé que ces registres referaient surface de retour aux chroniques. Marie recevait plus de documents, d'autres journalistes rejoignent l'enquête, un reporter de Chicago. Trouve des affaires du tout. Harrison était avocat, montrant un schéma de prise en charge d'affaires impliquant les défenses de pratiques discriminatoires. Un journaliste d'Atlante découvrit ses liens avec des organisations connues pour promouvoir les ségrégation raciale, Kevin entra de nouveau précipitamment. Cette fois avec des impressions de réseaux sociaux, les gens partageaient leurs propres expériences. Avec Harrison, une étudiante au droit noir décrivait comme Harrison avait remis en question sa présence dans sa secte, supposant qu'elle était une accusée plutôt qu'une stagiaire juridique. Un avocat hispanique se souvenait d'Harrison se moquant de son accent pendant un procès news. Sommes prêts publié, dit Marie à son rédacteur en chef exposant les preuves. Cela fait de l'affaire de Sarah Thompson, Harrison utilise son pouvoir pour nuire aux minorités depuis des décennies. Le rédacteur en chef examina l'article attentivement. Il occuperait toutes les premières pages du journal de demain, le titre serait le passé sombre de les justices, 3 décennies de discrimination découverte. Alors que l'histoire partait de l'impression. Marie regardait par les fenêtres de son bureau vers le palais de justice de l'autre côté de la rue. Harrison était encore à l'intérieur, probablement en train de chercher comment sauver sa réputation, mais le vérité. Caché pendant si longtemps de se libérer, enfin son téléphone vibrait une dernière fois ces jours-là. C'était un message de Michael. Le fils adolescent de Sarah Thompson. Il avait trouvé son numéro, t'envoyait un message simple. Merci d'avoir dit la vérité sur l'homme qui est pris mes mères. Marie essuyait une larme de son œil et commençait à ranger ce dossier. Demain, la ville se réveillerait avec l'histoire complète du passé du juge Harrison. Son image soigneusement construite de juge respecté s'effondrerait sous le poids de ses propres préjugés. Dans ses cellules de Sarah Thompson dormit paisiblement cette nuit-là. Ignorant que le journal du lendemain matin changeait tout, la vérité, comme la lumière du soleil, était sur le point de désinfecter des décennies d'obscurité cachées dans le système judiciaire de leur vie. Le lendemain matin de l'article explosif du Daily Chronicle sur le passé du juge Harrison, les rues autour du palais de justice se transformèrent en une mer de manifestants pacifiques. Des gens de tous les quartiers de la ville se rassemblèrent, tenant des pancartes qui disaient justice pour Sarah et pas de place pour les juges racistes. Le révérend Mark Younes, un leader communautaire respecté, se tenait sur les marches du palais de justice, s'adressait à la foule grandissante, 65 ans. Il avait vu de nombreuses manifestations, et celles-ci étaient différentes, blancs, noirs, hispaniques, asiatiques, des gens de tous horizons se tenaient côte à côte. Aujourd'hui, nous ne sommes pas divisés par la race ou les richesses, se vous résonner à travers le mégaphone. Nous sommes unis par quelque chose de plus fort de notre demande de justice. Parmi les manifestants, Michael Thompson, le fils de 14 ans de Sarah, se tenait avec ses frères et sœurs leur grand-mère. Il tenait une pancarte montrant une photo de famille avec les mots « Nous avons besoin de notre maman et maison ». Les caméras des nouvelles se concentraient sur les enfants. Leur visage devenant de puissants symboles de l'injustice. Lise Chet, une restauratrice locale, avait fermé son commerce pour la journée afin de rejoindre les manifestations. Elle distribuait des bouteilles d'eau et des sandwichs aux manifestants. Se souvenant comment Sarah venait chaque matin dans son dîner pour prendre un café avant le travail. Elle avait toujours un mot gentil pour tout le monde. Dit Lise, un reporter. Maintenant, c'est à notre tour de les défendre, à l'intérieur de l'hôtel de ville. Le maire Haynes Miel regardait la foule grandissante depuis sa fenêtre. Son téléphone vibrait avec des messages de soutien de maires à travers le pays. Même le gouverneur avait appelé exprimer son inquiétude face à la situation. Monsieur interrompit son assistant. Le révérend Benson est ici avec quelques leaders communautaires. Ils ont une proposition. Les salles de réunion se remplirent rapidement de leaders religieux, d'activistes de droits civiques et de propriétaires d'entreprises. Ils présentaient un front uni. Un boycott à l'échelle de la ville du système judiciaire jusqu'à ce que Harrison se démit de ses fonctions et que l'affaire de Sarah serait examinée. Nous reporterons toutes les affaires non urgentes. Dit l'avocat Mac Wilson. Chaque avocat qui croit à la justice se tiendra de nos côtés.
Prison du compte. Sarah regardait les manifestations à la télévision dans les salles communes, d'autres détenus se rassemblaient autour d'elle lui offrant leur soutien. Même le gardien semblait différent qu'aujourd'hui. Certains expriment discrètement leur espoir qu'elle obtienne justice. Les foules avaient grossi pour atteindre des milliers de personnes. Des étudiants des collèges locaux arrivaient avec une nouvelle énergie et des pancartes créatives. Juge Harrison, l'histoire vous jugerait l'injustice quelque part et une menace pour la justice partout. Flotte au-dessus de la foule, Madame Piteuse, très voisine de Sarah âgée de 70, était assise dans son fauteuil roulant à la manifestation. Tenant une pancarte simple, elle portait des médicaments pour le cœur. Sa présence touchait les cœurs et rappelait tous que le crime de Sarah était un acte de gentillesse. Réseaux sociaux explosaient de soutien. Justice for Sarah devenait virale à l'échelle nationale, des vidéos des manifestations pacifiques devenaient virales et des activistes célèbres partageaient l'histoire, attirant l'attention nationale sur les luttes pour les justices de cette petite ville. Les entreprises locales montraient leur soutien de leur manière. Le café où Sarah travaillait affiche une grande pancarte réservée pour Sarah sur sa table habituelle. L'hôpital où elle travaillait la nuit affiche une banderole soutenant Sarah. Son entrée alors que le soir approchait, les manifestations se transformaient en une veille à la chandelle. Des milliers de lumières scintillaient dans l'obscurité grandissante. Chaque flamme représentant l'espoir de changement. Le rabbin David Stern se tenait aux côtés de l'imam Ahmad Hassan et du révérend Thompson. Leur présence unie envoyait un message puissant pour les justices d'or. Dit le rabbin Stern et le fou. C'est notre devoir de le réveiller. Les enfants entamèrent un chant simple qui se propageait dense. Le fou ramenait notre mère et les maisons, ramenait notre mère et les maisons, dans ces maisons. Le juge Harrison regardait les couvertures médiatiques. Ses mains tremblaient alors qu'il se servait un autre verre, son téléphone sonnait constamment. Reportés citoyens en colère, même d'anciens amis prenant leur distance avec lui, les murs soigneuses non construits de son monde de préjugés s'effondrait. Le maire Miel termina la journée visitant des manifestants. Il marcha parmi eux, non plus en tant que mère mais en tant que mari de Sarah. Les remercie pour leur soutien. Lorsqu'il atteignit ses enfants, il les serrait fort dans ses bras. Murmura, maman serait si fière de vous tous, alors que la nuit tombait. La plupart des manifestants rentrèrent chez eux, puis un groupe déterminé restait. Promettant de revenir tous les jours jusqu'à ce que justice soit rendue, ils établirent un calendrier de rotation qui s'assure que les marches du palais de justice ne seraient jamais vides. La dernière image des nouvelles du soir montrait Michael plaçant ses pancartes de manifestation sur les marches du palais de justice, le côte. Il déposait une photo encadrée de leur dernier Noël famille. Le message était clair, ce n'était pas seulement à propos d'une affaire juridique, c'était à propos d'une famille, d'une communauté, de l'âme d'une ville. La journée se terminait. Mais tout le monde savait que ce n'était que le début. Demain apporterait plus de soutien, plus de voix et plus de détermination pour corriger la terrible tourlette patinot de la cour d'appel de l'État. Se dressait sous le soleil matinal, à l'intérieur de la salle d'audience trop. Chaque siège était occupé alors que le célèbre avocat de droit civique Benjamin Carter se préparait à présenter l'appel de Sarah. Sa réputation de combattant de l'injustice lui avait valu le surnom de guerrier de la justice. Aujourd'hui qu'il travaillait gratuitement, vos honneurs commencent à Carter. Ses voix graves emplissèrent les salles. Ce qui s'est passé dans les salles d'audience du juge Harrison n'était pas juste une erreur. C'était un crime contre la justice elle-même. Les 3 juges de la cour d'appel se penchèrent en avant. Écoute attentivement, les juges Marit Rodriguez, connu pour ses décisions équitables, étudiaient le volumineux dossier de preuves de voile. Le juge Tom Mechen examinait les affaires. Passé de Harrison sur sa tablette, le juge Robert Wilson, le membre le plus seigneux, observait Carter avec une attention intense, de regarder. Le maire Haynes Miel était assis avec ses enfants. Michael, qui avait manqué 2 semaines d'école, avait insisté pour être là ce matin, même pas besoin de nous tous ici. Avait-il dit, Rachel Schaeffer, le procureur de district, était assis à proximité, prêt à présenter ses propres conclusions sur le schéma de discrimination d'Harrison. Carter affichait un grand écran montrant les statistiques de la salle d'audience d'Harrison sur 15 ans. Vos honneurs. Le juge Harrison condamnait les minorités des peines pour moyenne 32% plus longues que les accusés blancs pour des crimes identiques. Ce n'est pas une coïncidence. C'est du racisme, porte une robe de juge. Les preuves continuaient d'affluer d'anciens greffiers témoignaient des commentaires racistes de Harrison dans ses appartements. Les registres judiciaires montraient son biais systématique. Les conclusions de l'enquête du DI chroniques furent vers ce dossier montrent des décennies de comportements discriminatoires. Pendant une pause, la mère de Sarah parlait au reporter dehors. La fille portait des médicaments pour le cœur. Dit-elle se voix tremblante. Et maintenant elle risque les prisons élevées pendant que je dois élever ses enfants. Oui. Justice là-dedans, de retour à l'intérieur. Carter diffusait des images de sécurité de la salle d'audience d'Harrison, montrant son traitement différent des accusés selon leur acte sourire incertain. François des sourcils d'autres précipitent certaines affaires tout en prenant son temps avec d'autres. De maintenant, dit Carter arrivant au cœur de son argumentation. Nous en venons de l'affaire de Sarah Thompson, une mère aimante prenant soin de son parbage. Condamner les prisons à vie pour avoir transporté des médicaments sur ordonnance dans le mauvais
Flacon, c'est de l'injustice. C'est une vengeance contre des gens que le juge Harrison a toujours méprisé. Rachel Chen présente ensuite l'enquête de son bureau. Nous avons examiné toutes les affaires traitées par le juge Harrison au cours des 5 dernières. Elle explique à télé les cours d'appel, le schéma est indéniable. Il va abuser de ses positions pour punir les minorités, le procureur. Représenté par l'avocat de l'État David Mill. Offrit peu de défense, bien que les sentences puissent sembler sévères admissibles. L'État reconnaît de sérieuses préoccupations concernant le schéma de comportement du juge. Harrison, pendant le pose des jeunes sur des manifestants dehors scandaient pacifiquement. Ils étaient tous les jours depuis les condamnations de Sarah, leur nombre augmentant, aujourd'hui. Ils tenaient des pancartes disant les justices retardées, une justice refusée libérée. Sarah est maintenant de retour en session. Carter livre son plaidoyer final, vos honneurs. Cette affaire est plus grande que Sarah Thompson, il s'agit de la confiance de notre système judiciaire. Chaque fois que le juge Harrison a laissé ses préjugés influencer une sentence, il trahit cette confiance, aujourd'hui. Vous avez le pouvoir de commencer à réparer ce qui est brisé. Les juges se retirèrent pour délibérer dans le salle tendue. La famille de Sarah soutenait le main priait, les reporters griffonnaient dans leur carnet. Attendons que l'histoire se fasse. Même la cafétéria habituellement animée du palais de justice était silencieux. Tout le monde suivait les nouvelles sur leur téléphone, après des heures. Les juges revinrent, les juges Rodriguez, choisis pour rendre leur décision. S'éclaircit les gorges, cette cour examine les preuves minutieusement, commença-t-elle. Le schéma de condamnation discriminatoire du juge Harrison n'est pas seulement troublant. C'est une violation directe des droits constitutionnels et de l'éthique judiciaire. Les salles retint son souffle, nous annulons par la présente la sentence de Sarah Thompson. Continue le juge Rodriguez, de plus, nous ordonnons un examen de toutes les affaires traitées par le juge Harrison. Avec une priorité immédiate donnée aux accusés actuellement incarcérés, les salles éclatèrent. Acclamation. Michael serre son père de ses bras, tous deux pleurent ouvertement, Rachel Chen sourit. Sachant que la justice était enfin rendue, en outre. Ajoute les juges Rodriguez une fois l'ordre restauré. Nous renvoyons le juge Harrison avec commission d'examen judiciaire de l'été pour une suspension immédiate, une enquête. Le foule de supporters explosait de joie lorsqu'elle apprit la nouvelle, les cloches des églises sonnèrent à travers la ville. Le site web du Daily Chronicle plantait sous la flûte de personnes essayant de lire les nouvelles de dernière minute. Carter range ses mallettes satisfait. Il avait gagné de nombreuses affaires, mais celle-ci était différente. Ce n'était pas seulement à propos de la liberté d'une personne. C'était à propos de changer un système brisé, alors que le soleil se couchait sur le palais de justice. Les nouvelles se répandirent à travers les villes. Sarah Thompson allait rentrer chez elle. Mais tout le monde savait que ce n'était que le début. Les luttes pour une véritable justice étaient loin d'être terminées le jour où Sarah Thompson sortit de prison. Était ensoleillé et lumineux, elle se tenait pour clignant des yeux sous la lumière du soleil. Portant les mêmes robes bleu marine qu'elle avait portées au tribunal 3 semaines auparavant. Mais cette fois, au lieu de l'épour dans ses yeux, il y avait de la joie. Le maire et Imsmiel attendaient avec leurs enfants. Ne cachant plus leur relation, Michael courut vers sa mère premier. L'enlaçant, Lisée de jeune et suivirent, créait un câlin familier qui fit monter les larmes aux yeux des reporters qui regardaient. Je vous aime tous, tel murmura Sarah. Serrant ses enfants contre elle, lorsqu'elle atteignait Imv, ils partagèrent leur premier baiser public en tant que mari de femme. N'étant plus liés par le secret de l'autre côté de la vie. Le juge Harrison vidait ses appartements. La commission d'examen judiciaire de l'État l'avait suspendu en attendant une enquête complète. Son visage qu'autrefois arrogant montrait maintenant de la tension de sa chute de pouvoir. Alors qu'il rangeait se livait un groupe de manifestants dehors quand la justice gagnait. Le racisme échoue au Daily Chronicle. Marie sent taper les derniers mots de son dernier article. Les démissions du juge Harrison mènent à l'examen de 2-0 affaires. Son enquête avait été révélée non seulement une sentence injuste, mais 15 ans de misconduite judiciaire qui avait blessé d'innombrables familles. Le bureau du maire devint un centre de réforme, et Ims et Sarah travaillent ensemble ouvertement maintenant. Transforment leur expérience douloureuse en changement positif, ils établirent l'initiative de réforme de la justice, un programme pour examiner toutes les affaires où des biais auraient pu influencer les sentences. Chaque personne mérite un traitement équitable devant la loi, dit Sarah lors de la cérémonie de lancement de l'initiative. Elle se tenait podieux. Confiante et forte, ce qui m'est arrivé était terrible. Mais si cela était de réparer notre système brisé, alors quelque chose de bon en est sorti, les changements se propagèrent rapidement. La Cour suprême de l'État ordonna une formation obligatoire sur les biais pour tous ses juges. De nouvelles lignes directrices exigeaient des examens réguliers des schémas de condamnation. D'autres villes commencèrent à examiner leur propre système judiciaire. Cherchant des problèmes similaires, Sarah retournait à sa vie normale. Mais les choses étaient différentes maintenant, lorsqu'elle revint à son travail au dîner. Les clics se levèrent applaudir. L'hôpital où elle travaillait la nuit. Ses collègues avaient organisé une fête de bienvenue. Son histoire avait touché le cœur des gens. J'ouvert leur yeux, Michael, leur fils Eve. Lança un groupe étudiant dans son lit s'appelait Jeunes pour la justice. Ils étudiaient
L'histoire des droits civiques apprenait à combattre les discriminations légalement. Mais mère m'a appris que défendre ce qui est juste vaut n'importe quel prix. Dit-il à ses camarades de classe, les familles Thompson l'emménagent ensemble dans la résidence du maire. Mais ils n'ont plus besoin de cacher leur amour. Le premier dîner du dimanche en tant que famille publique fut couvert par les nouvelles locales. L'image de Sarah servant le repas préféré de ses mères, entourée de sa famille aimante, devint un symbole de justice restauré. Le bureau de la procureure de district Rachel Chen travaillait plein régime d'examinant des anciennes affaires de Verizon. Chaque jour apportait de nouvelles histoires de vies affectées par ces biais, une par une. Les sentences injustes étaient annulées, des familles réunies. Les taux réparés, la ville changeait aussi. Des gens qui n'avaient jamais pensé aux biais judiciaires auparavant prêtaient maintenant attention aux procédures judiciaires. De groupes communautaires organisèrent des programmes d'observation des tribunaux. Les citoyens demandaient de la transparence de la part de leurs juges au bord du lac, où la famille cache autrefois leur week-end ensemble. Ils accueillaient maintenant des rassemblements publics. Ça relançait un groupe de soutien pour les familles affectées par les biais judiciaires. Nous cachons plus que leur dit nous luttons pour le changement ensemble. Un mois après ces libérations, Sarah soutenait de nouveau sur les marches du palais de justice. Mais cette fois, elle n'était plus une accusée, mais une oratrice lors d'un rassemblement pour la réforme de la justice, regardant les foot. Elle vit des visages de toutes les couleurs unis dans la cause de l'équité. Mon histoire est d'une fin heureuse, l'idée de se voix forte et claire. Mais il y a beaucoup d'autres qui attendent encore la justice. Notre travail n'est pas fini tant que chaque personne entre de ces tribunaux n'est pas jugée. Pour ses actions et non pour sa race, ils regardaient sa femme par eux. Fiers de sa force et de sa dignité, leur amour privé était devenu une force publique pour le changement. Leurs enfants étaient assis à proximité. Mais ils n'ont plus peur de montrer au monde qui ils étaient. Alors que le soleil se couchait sur le palais de justice ce soir-là, Sarah et Himes rentraient chez eux main dans les mains, leurs enfants courant devant eux. Ils passèrent devant le dîner et ils travaillaient encore le matin. L'hôpital peut l'aider encore la nuit. Et le centre communautaire peut l'enseigner maintenant qu'aux autres leurs droits, sous un ciel teinté d'or et de pourpre. Alors que le soleil se couchait doucement sur les villes transformées, les rues de Jefferson County semblaient vibrer d'une énergie nouvelle. Une énergie née de résiliente, d'un espoir retrouvé, la ville, autrefois marquée par les silences complices et les injustices cachées, avait changé de visage. Les habitants, qui jadis détournaient le regard face aux inégalités, se tenaient maintenant unis. Leur voix résonne comme un chœur pour exiger un avenir plus juste. Le système judiciaire, ce jet rigide qui avait si longtemps protégé les préjugés de quelques-uns, avait été ébranlé jusqu'à ses fondations. Ces failles exposées au grand jour par une femme ordinaire, Sarah Thompson, et par ceux qui avaient cru à ce cause, la justice, bien que lente se manifestait, avait finalement été restaurée non plus comme un idéal lointain mais comme une réalité tangible, incarnée par le retour de Sarah auprès de sa famille et par les réformes qui commençaient à prendre racine. Sarah et Himes marchaient côte à côte, main dans les mains. Leur père résonnant doucement sur le trottoir encore tiède de la chaleur du jour, derrière eux. Leurs enfants couraient joyeusement. Michael tenait un ballon qu'il avait acheté pour Himes, le plus jeune, tandis que Lizzie riait aux éclats raconte une anecdote d'école. Cette scène, si simple en apparence, était pourtant le symbole d'une victoire immense qu'une famille, pendant des années, avait dû se cacher dans l'ombre des convenances sociales et des exigences politiques, pouvait enfin marcher fièrement sous la lumière du jeu sans crainte ni honte. Les regards dépassés, autrefois pleins de curiosité, de méfiance, étaient maintenant empreints de respect et d'admiration. Sarah Dostrobe, le marine désormais célèbre, celle qu'elle portait le jour de son procès, semblait rayonner d'une force tranquille. Une force forgée dans l'épreuve et nourrie par l'amour de ses familles. Ils passèrent devant le dîner où Sarah travaillait toujours ce quart du matin, à travers les vitres. Elle aperçut des visages familiers et des clics réguliers. Certains levant leur tasse de café en un salut silencieux. D'autres lui adressant un sourire chaleureux, puis ils longèrent l'hôpital municipal, où elle reprenait peu à peu ses soirées comme superviseuse de ménage, une banderole encore accrochée à l'entrée te proclamait fièrement de bienvenue à Maison Sarah. Enfin, ils s'arrêtèrent un instant devant le centre communautaire. Un lieu qui avait pris une nouvelle signification depuis que Sarah enseignait désormais des ateliers sur les droits civiques, partageant son histoire pour inspirer d'autres et se battre pour leurs droits. Chaque bâtiment, chaque coin portait désormais les traces de leur combat. Un combat qui avait non seulement sauvé une famille, mais aussi redonné une ville entière le courage de regarder ses erreurs en face et de les corriger. Arrivés devant leur maison, une modeste bâtisse au volet bleu qu'ils avaient récemment transformée en un foyer familial uni. Sarah s'arrête un instant sur le seuil, elle tourne son regard vers Himes, ses yeux brillant d'une émotion qu'elle ne cherchait plus à cacher. Nous l'avons fait, murmura-t-elle, sa voix tremblante d'une joie profonde. Nous l'avons vraiment fait, Himes. Elle serre sa main un peu plus forte comme pour ancrer ce moment dans sa mémoire. Un moment où les peurs que l'incertitude avait enfin cédé place à la tête. Himes, dont le visage portait encore les marques de l'épuisement des semaines passées à se battre, lui sourit tendrement. Monte, répondit-il doucement en secouant la tête. Nous commençons tout juste. Sarah, il porte ses mains et ses lèvres qui déposent un baiser léger, d'un geste qui parlait d'amour.
De promesses et d'un avenir à construire ensemble en les observant. Je ne pouvais m'empêcher de ressentir une admiration immense pour leur courage et leur détermination. L'histoire de Sarah et Ibn n'est pas seulement celle d'une famille confrontée l'injustice, mais aussi un miroir tendu à chacun de nous. Nous rappelons que le silence face à l'injustice est une forme de complicité, leur lutte me profondément touche, car elle me fait réfléchir à mes propres responsabilités dans le monde qui m'entoure. Combien de fois ai-je fermé les yeux devant des injustices plus petites par peur et par commodité ou par ignorance? Combien de fois ai-je laissé des préjugés même inconscients guider les jugements de mes actions? L'histoire de Sarah m'avait appris une leçon précieuse et la justice n'est pas un concept abstrait. Une idée réservée aux tribunaux aux législateurs, elle est un choix, un engagement. Une bataille quotidienne que nous devons tous mener. Que ce soit dénonce une parole discriminatoire, en soutenant une cause oubliée. Vos tendre simplement les mains et ceux qui en ont besoin à leur victoire est un rappel puissant. Que le changement, même face à un système aussi rigide que celui de la justice, est possible lorsque des individus ordinaires refusent de baisser les bras. Sarah, une mère de 3 enfants, une femme noire confrontée à un système qui semblait conçu pour l'écraser, peut montrer qu'une voix, même tremblante au début, peut devenir un cri retentissant lorsqu'elle est rejointe par d'autres. Et il en mettant de côté ses carrières politiques et en exposant sa vie privée au grand jour. Et prouver que l'amour et la vérité sont des forces capables de briser les barrières les plus solides. Ensemble, ils ont non seulement libéré Sarah, mais ils ont aussi ouvert la voie à des réformes qui bénéficieront des générations futures. Les familles qui, comme la leur, méritent d'être jugées pour leurs actions et non pour les couleurs de leur poste-soirée. Alors que les premières étoiles apparaissaient dans le ciel et que les rires des enfants résonnaient dans les maisons, je me suis promis de ne jamais oublier cette leçon, l'injustice. Et je comprends, n'est pas un cadeau qui nous est offert, elle est un jardin que nous devons cultiver. Avec patience, avec courage et avec un amour indéfectible pour ce qui est juste, ça rime. Par leur exemple, ils m'ont inspiré à devenir une meilleure version de moi-même et à écouter et à apprendre. Et agir même lorsque la tâche semble insurmontable, leur histoire, gravée dans les rues de Fossen County et dans le cœur de ceux qui l'ont vécu, est un phare pour nous tous. Un rappel que le chemin vers un avenir plus équitable commence par un peu ferme. Une main tendue que ce chemin, bien que long, est un voyage que nous devons entreprendre ensemble.